Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fleurs d'avocat. Je suis Lila-Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Je dois vous dire que j'ai donné le deuxième atelier de la formation Bien dans ma robe mercredi dernier, qui est un atelier sur l'analyse de son environnement professionnel dans lequel on utilise notamment des notions de sociologie. Et je suis sur un petit nuage car à la fin de l'atelier, une des avocates qui suit la formation a dit que si elle avait eu ces outils d'analyse dès sa première année d'exercice, ça aurait changé sa vie. Alors vous n'imaginez pas mon plaisir à entendre ces mots car c'est vraiment pour ça que j'ai imaginé et créé cette formation. Et donc je suis très heureuse de voir que ça porte ses fruits. Je suis aussi très heureuse car le 27 juin, c'est-à-dire dans une semaine, aura lieu la 3e rencontre Fleurs d'avocat. Et j'ai hâte de faire la fête avec vous, chers auditeurs, et les invités du podcast qui pourraient être présents. Venez, c'est à partir de 20h à l'hôtel Le Pigalle dans le 9e arrondissement de Paris et vous trouverez tous les détails de l'événement sur le site internet, la page Facebook ou encore la page LinkedIn de Fleurs d'avocat. Avant ça, pour celles et ceux d'entre vous qui exercez au barreau des Hauts-de-Seine et qui écoutez les épisodes de Fleurs d'avocat dès leur sortie, je vous invite à venir à la journée organisée par la commission du jeune barreau de Nanterre, aujourd'hui même, jeudi 20 juin. À 15h45, je parlerai conciliation vie pro-vie perso avec maître Camille Ayry et maître Marie Duhaut. Mais avant ça, il y a aussi un atelier sur la médiation et un autre atelier sur la prise de parole en public et plein de moments d'échange et de rencontres. Donc de quoi passer une très bonne journée. Avant de lancer l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite encore et toujours à laisser 5 étoiles et votre avis sur iTunes ou votre application préférée. Ça prend quelques minutes et vraiment c'est hyper utile pour m'aider à faire connaître le podcast. Je vous lis d'ailleurs le commentaire laissé par Portalis 1804. Oui, ça s'invente pas. Je trouve ce podcast génial. J'ai le sentiment que les sentiments, les doutes et autres états d'âme sont bien souvent priés de rester au placard. Ça fait énormément de bien lorsque l'on se questionne sur sa façon d'exercer et sur ses choix professionnels, d'entendre toutes sortes de parcours et d'expériences. Ce que je retire de ces interviews, c'est qu'il existe autant de façons d'exercer que de robes et qu'il faut savoir s'écouter. Merci Lila-Louise pour la qualité de ce podcast. J'ajouterai en réponse à certains commentaires que pour ma part, le format est très juste. Pouvoir entendre le cheminement et le parcours dans ses détails enrichit chaque témoignage. Bref, longue vie à Fleurs d'avocat. Merci beaucoup Portalis pour ce commentaire enthousiaste qui me fait ça aussi énormément plaisir. Trêve de plaisanterie, aujourd'hui mon invité est maître Nelly Criquet, qui est avocate au barreau de Paris depuis 2009 et exerce en droit des affaires, notamment dans des dossiers internationaux, au sein du cabinet Criquet Avocat qu'elle a fondé en 2016. Nelly est une entrepreneuse passionnée qui accompagne des personnes passionnées à son tour, puisque ses clients sont des entrepreneurs, des artistes ou encore des sportifs. Et avec elle, nous avons parlé de son parcours, mais aussi beaucoup d'entrepreneuriat et un peu de féminisme. C'est un épisode un peu hybride où l'interview se transforme en échange et j'espère bien que vous passerez un moment aussi agréable que moi en la compagnie de Nelly. Très bonne écoute. Bonjour Nelly Criquet. Bonjour Lila-Louise. Merci d'être mon invitée sur Fleurs d'avocat. Merci pour cette expérience et merci à toi. Nelly, raconte-moi pourquoi tu es devenue avocate. Alors ça c'est la question traditionnelle. Alors pourquoi j'ai des souvenirs d'enfance où je voyais des modèles à la télé de femmes carriéristes, de femmes avec des super boulots et de femmes avocates, et ça a créé en moi rapidement l'envie de devenir avocate. Et ça a l'air un peu stupide de dire ça comme ça. Bon, la télé a créé en moi l'envie de devenir avocate, mais j'ai un exemple très précis. Je vais prendre une série qu'on suivait beaucoup dans ma famille, qui s'appelait Le Cosby Show, avec Bill Cosby, bien qu'aujourd'hui ce ne soit pas forcément un exemple à suivre. Pas du tout d'ailleurs, mais le couple qu'il représentait avec sa femme Claire Extable et Cliff Extable, donc le mari était médecin et la femme était avocate, mais ça créait en moi un désir fou. Je voulais tellement refaire ce modèle et recréer ce modèle et d'être cette femme qui arrivait avec sa mallette chez elle après une dure journée de travail sans véritablement savoir ce que c'était qu'être avocate, mais j'avais ce sentiment que c'était quelque chose qui m'appelait. Donc très rapidement, quand je dis très rapidement, on va dire vers 8, 9, 10 ans, je savais que voilà, c'était quelque chose qu'il fallait que je creuse par la suite et savoir si c'était vraiment ma destinée, et ça l'a été. C'est génial que la télé t'ait fourni un modèle positif finalement, quelque chose qui t'a tiré vers le haut. Alors, très sincèrement, moi je trouve qu'on est un peu snob vis-à-vis de la télé. Moi je suis restée souvent et longtemps devant la télé quand j'étais petite. Ma mère travaillait, et elle nous a élevés seuls. Donc du coup c'était avec l'athlétisme, parce que j'ai fait beaucoup d'athlétisme,
quelque chose qui me divertissait. C'était un peu notre fenêtre sur le monde. Il n'y avait pas Internet à l'époque, donc étant issue d'une famille modeste, on n'avait pas non plus des sorties culturelles à droite et à gauche. Enfin, ma mère faisait de son mieux, mais la télé nous a beaucoup aidés. Et je ne trouve pas que ce soit systématiquement un mauvais exemple. En tout cas, ça n'a pas été pour toi. Oui. Et donc, tu as gardé ce cap? Oui, alors j'ai toujours voulu être avocate. Je me suis dit, mais ça a l'air super. On a l'air de se faire beaucoup d'argent en étant avocate. Oh, je pourrais être cette femme forte que j'avais envie d'être. Et puis, je reviens toujours sur la question de l'argent. On a l'air de se faire beaucoup d'argent quand on est avocate. Ça a l'air super, etc., etc. Au collège, ça a continué à m'attirer. Au lycée, je me suis quand même dit, mais j'aime beaucoup cette profession. Moi, je commençais un petit peu à voir ce que c'était. Mais j'étais attirée par deux choses, en fait. J'étais attirée par la profession d'avocate et aussi celle de conseiller en image d'homme politique. Alors, ça a l'air très précis, ça veut tout et rien dire, mais je voulais être un peu la femme de l'ombre derrière le gars ou la femme qui ferait un discours et puis celle qui essaye d'orienter un petit peu marketing, image. En tout cas, des métiers de stratégie, des métiers de pouvoir, des Voilà. métiers d'argent. Et qu'est-ce qu'on en pensait dans ta famille de ça, de cette ambition? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ma mère n'a pas été à l'université. Donc, autour de moi, je n'ai pas de modèle de personnes qui ont fait de longues études. Par contre, ce que j'aimerais vraiment dire et ce dont je suis très très fière, c'est que ma mère, elle était aide-soignante, elle n'avait pas le niveau bac, et puis à un moment donné, puisqu'elle voulait se créer de nouvelles opportunités, elle voulait nous créer de nouvelles opportunités, elle a refait le niveau bac, et elle est aujourd'hui infirmière, donc infirmière c'est pas plus 3. Donc ça a l'air de rien, mais ça a été quand même une grosse motivation pour moi. Et puis ça s'accompagnait aussi du discours qu'elle me tenait que si tu voulais faire quelque chose, tu pouvais y arriver. Et ça très très tôt. Donc dès la 6e, j'avais des très bonnes notes en 6e, en 5e, j'étais déléguée de classe en 5e. Je pense qu'il doit y avoir pas mal d'avocats qui étaient délégués de classe. C'est un peu le côté... Il faudrait faire des statistiques. Ouais, je pense. C'est le côté... bon. Mais voilà, et quand je lui ai dit que je voulais être avocate, elle m'a bien entendu encouragée, sans forcément savoir ce que c'était, mais bien entendu, c'est un métier, une profession un peu prestigieux. Ça le reste encore quand on l'évoque dans la tête de beaucoup. Après, quand on le vit, on commence un petit peu à déchanter éventuellement. Éventuellement. Mais voilà, m'a toujours poussée. J'aurais pu dire, très sincèrement, je vais être astronaute. Enfin, elle m'aurait fait, bon, écoute, renseigne-toi sur ce qu'il faut faire. Si tu veux le faire, tu peux y arriver. Donc, ma mère, c'est toujours en vie, bien entendu. Et puis, fort heureusement, une femme qui a toujours poussé les gens. Génial. Je suppose qu'avoir cet objectif, ça t'a poussé, en fait... à exceller à l'école, ça t'a tiré vers le haut aussi de vouloir y arriver? Oui, parce que je me dis... Enfin, alors, un autre discours qu'elle me tenait souvent, ma mère, elle se fichait un petit peu de ce qu'on faisait à droite à gauche et que l'essentiel, c'était qu'on lui ramenait des bonnes notes. Bon. Donc, j'avais ce discours-là et puis à côté, je me disais, bon, les avocats, ça a l'air d'être quelque chose... Enfin, des gens qui sont sérieux. J'imagine qu'il faut avoir des bonnes notes. Donc j'essayais de garder le cap collège, lycée, parce que je me disais c'est ce que je veux être, c'est ce que je veux être. C'est vrai que c'est un boost, enfin ça nous booste ça. Enfin, ce discours interne qu'on peut se tenir à soi-même, ou en tout cas de se dire je veux arriver quelque part, je veux y arriver. Je veux créer ce futur plein d'étoiles, ce que je veux. Je voulais habiter absolument à Paris, Paris, parce que c'est quand même quelque chose quand on est jeune d'habiter à Paris et pas en banlieue parisienne. Bien que je dois dire que j'ai grandi dans le 78, le PEC Saint-Germain-en-Laye, et c'est pas vraiment les banlieues difficiles, c'est plutôt sympa. Et voilà, c'est ce qui m'a un petit peu boosté le discours que je pouvais me tenir à l'intérieur de moi-même. Donc après le bac, tu t'es naturellement orientée vers des études de droit, tu t'es pas trop posé la question? Alors, j'ai envie de dire, oui, je me suis pas trompée dans la question parce que c'était une continuité, mais en même temps, le fait que je n'ai pas autour de moi de personnes qui aient pu faire le même chemin, ou en tout cas aient fait de longues études, on va dire qu'il y avait un certain nombre de choix qui m'étaient pas présentés. Je vais prendre un petit exemple. Quand j'étais au lycée, tout le monde préparait les écoles de commerce, ces concours, des prépas. Et, Sciences Po, école de commerce. Je ne savais pas ce que c'était. Et je trouve qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup de jeunes qui ne savent pas quelles sont les options qui se présentent à eux. Et c'est en cela qu'on atteint peut-être après des limites. Enfin, c'est pas forcément que les jeunes qui se limitent, mais c'est aussi la façon dont on leur
communique l'information. Mhm. Et moi, je ne savais pas ce que c'était qu'une école de commerce. Et très sincèrement, si on me l'avait expliqué, si j'avais eu peut-être un cousin qui avait fait ça, ou autour de moi, quelqu'un qui avait fait HEC ou Sciences Po, j'aurais peut-être que ça aurait un petit peu influencé ma voix. Bien que le droit, en plus on disait le droit mène à tout, c'était le discours un peu de l'époque, je sais pas si c'est toujours le même discours aujourd'hui. Et comment se sont passées ces études de droit? Alors, première année très très bien. Après, j'étais à l'aise dans ce que je faisais. Il y avait la difficulté, mais j'avais anticipé la difficulté. J'étais à la fac de Nanterre, Paris 10, donc beaucoup de gens. Enfin, on rencontre beaucoup de profils différents. La fac est ouverte à tous. Euh, des années où je me suis orientée vers le droit des affaires très rapidement, parce que je voulais être cette grande avocate d'affaires, bien entendu. On reste toujours dans Donc vraiment, tu étais dans cette notion... Toujours. Moi, je voyais des séries, alors je sais pas ce qu'il y avait à l'époque, mais c'était la bourse, les gros deals internationaux, des choses comme ça. Donc je me suis dit, c'est ce que je veux faire, il faut que je parle anglais, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que j'aille aux États-Unis. J'étais restée vraiment focus. Il y avait un couloir et j'arrivais pas à voir ce qu'il y avait à côté. Bon, c'est peut-être un petit peu le seul regret que je peux avoir aujourd'hui, bien que je sois très contente de mon parcours, mais c'est d'avoir des sortes Tu te dis que tu as peut-être un peu manqué de curiosité. Oui, parce que la fac, c'est pas non plus l'endroit où on va se questionner, où on va peut-être, comment je pourrais dire ça, en France en tout cas, on va pas forcément encourager les profils avec différentes options, quoi. On va dire ça comme ça. Si on prend l'exemple de certains pays en anglo-saxons, on vous encourage à avoir fait de l'histoire auparavant, juste avant d'être devenu avocat. Ah, vous avez été entrepreneur, waouh, ça apporte une valeur. C'est une valeur ajoutée. En France, c'est peut-être un petit peu vu comme... on valorise l'hyperspécialité, quoi. Voilà, et c'est peut-être vu comme quelqu'un qui s'est un peu... qui a été un petit peu dans tous les sens. Sachant ça, et puis en me disant que il fallait que je sois assez hyper compétitif, hein, le droit, et puis surtout quand on est dans des grandes villes, le droit des affaires encore plus, tout le monde veut devenir avocat en droit des affaires, enfin beaucoup. Donc je me suis dit, il faut que je reste concentrée, je veux ce master-là, je veux faire ci, je veux faire ça. Donc voilà, c'est le seul regret, mais bon, par contre j'ai adoré la fac de Nanterre, les professeurs étaient excellents, pas de regret sur le choix de la fac. T'es partie aux États-Unis comme tu le souhaitais? Alors, bon, oui, au final, si on regarde tout le parcours, mais je voulais partir aux États-Unis, moi, juste après l'école d'avocat. Parce que je me suis dit, c'est parfait comme ça. J'ai passé le concours, l'examen d'entrée à l'école d'avocat que j'ai eu du premier coup, super. Et j'ai fait les 18 mois à l'intérieur du CRFPA. Et ensuite, je me suis dit, c'est génial, je suis avocate, maintenant le monde s'ouvre à moi. Je vais postuler donc, pour la fac que je voulais faire à New York. J'ai été prise, c'est génial, je suis excellente, je suis la meilleure, etc. etc. Je vais pour demander un prêt, bien sûr que je vais obtenir mon prêt, je suis avocate maintenant. Et puis le banquier, il nous a regardé avec ma mère en disant non. Non. Alors, le banquier, je ne sais pas s'il avait totalement compris le stade où j'en étais, c'est-à-dire que j'étais plus étudiante, mais j'étais avocate, et donc du coup, normalement, je devais forcément avoir un boulot. Enfin, en tout cas, ça arrive. En tout cas, tu avais le diplôme qui te permettait de pratiquer. Et puis, j'avais été surtout retenue dans une bonne fac. Je me disais, mais je sais pourquoi tu me dis non. J'ai été prise. Je ne sais pas si tu te rends compte. L'effort qu'il faut pour être prise. Ouais. Et non, il ne m'a pas suivie. Je n'avais pas assez de garantie. Enfin, quand je dis pas assez de garantie, ma mère n'avait pas forcément un profil assez fort pour garantir le montant du prêt. Et du coup, là, il y a tous les rêves qui se... Comment tu l'as vécu? J'en ai eu la larme aux yeux parce que c'est comme si on vous mettait un frein dans ce qu'on avait programmé pendant ces 10 dernières années, en fait. Je ne sais pas si... Quand on est jeune, on a du mal à relativiser aussi. Et ces 10 dernières années, j'ai vraiment appris sur ce point-là. Il faut apprendre à relativiser. Mais devant le banquier, j'en étais un peu malade, quoi, en fait. Du coup, j'ai demandé à la fac si je pouvais différer mon admission. Ils ont dit OK. Et puis, pendant un an, j'ai travaillé en tant que collaboratrice dans un petit cabinet. Alors, on va revenir sur ces expériences parce que tu as eu ton CAPA, tu es devenue avocate. Comment se sont passés tes stages À quel moment est-ce que tu as fait tes premiers stages Comment est-ce que ça s'est passé? Alors, j'ai fait mon premier stage en licence. J'étais pas obligée de le faire, mais je voulais le faire. Et puis, j'avais envie, j'avais soif d'apprendre. Ça fait vraiment cliché, mais j'avais vraiment envie d'être confrontée à la réalité de la profession, bien qu'en licence, on ne sache rien. Donc, je suis partie faire des vacances
en Guadeloupe. Et puis, avant de partir, je me suis dit, je vais ouvrir l'annuaire, parce que c'était l'annuaire à l'époque, et je vais les contacter tous, voir si quelqu'un peut me prendre. Et j'étais là en train de dire, je travaillerai gratuitement, Je ferai tout ce que vous voulez. Voilà. J'ai eu de la chance, je suis tombée sur quelqu'un qui n'a pas abusé un petit peu de ce discours, mais bon, bref. Je suis allée faire un stage chez Maître Ferly en Guadeloupe, donc c'était mon premier stage, c'était plutôt bien passé, je m'habillais, j'avais pris ma petite garde-robe de stagiaire avocate, c'était sympa. Donc ça a été mon premier contact. Ensuite, j'ai fait un stage au Conseil de la concurrence, qui était plutôt sympa également, c'était pendant mon Master 2. Là, j'en zappe, je pense, mais je parle vraiment que des stages qui m'ont marqué. Et pendant l'école d'avocat, je suis allée à Bruxelles, dans une entreprise, parce que j'avais toujours cette envie d'avoir une dimension internationale, en tout cas de rajouter ça à mon profil. Et mon stage d'avocate, c'était chez un cabinet franco-allemand que je ne citerai pas. Ok. Donc, du coup, pourquoi tu ne veux pas le citer? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce cabinet? Alors, il ne s'est rien passé d'inhabituel quand on fait un stage en tant qu'élève avocate, mais ce n'était pas forcément le meilleur de mes stages. On va dire ça comme ça. Je pense qu'il y a une certaine prise au sérieux. Voilà. Il y avait beaucoup de compétition après entre les collaborateurs, entre eux, collaborateurs stagiaires. Je trouve que c'était parfois un peu déplacé, mais chaque expérience est bonne à prendre. Tu l'as pris comme ça? À l'époque, non. Alors à l'époque, justement. À l'époque, j'avais hâte que ça se termine. Je vais être vraiment transparente, en fait. J'avais hâte que ça se termine. C'était pas super agréable. On n'était pas forcément très disponibles. Enfin, les avocats n'étaient pas forcément très disponibles. Aujourd'hui, j'en rigole, mais bon, à l'époque, c'était pas génial, en fait. Et je pense que ce que tu faisais n'était pas très intéressant, ou c'était vraiment sur l'environnement de travail? Alors, ce que je faisais n'était pas forcément très intéressant. Après, je faisais forcément du travail de stagiaire, j'imagine. Oui, mais il y a des stages dans lesquels le travail est plus ou moins intéressant. Bah, ça l'était pas. Okay. Ça l'était pas, en tout cas pour moi, avec la personne avec qui j'étais rattachée, c'était pas forcément intéressant. L'ambiance, pas forcément agréable. Ça m'a laissé un petit goût, un arrière-goût en bouche. Mais, ce qu'il faut savoir, il faut vraiment que j'insiste sur ça parce que oui, la vie, c'est des multitudes d'expériences. Ouais. Très bonnes et très mauvaises également. Donc, j'en ai tiré des points positifs quand même, c'est-à-dire une capacité à s'adapter à des choses qui ne sont pas forcément agréables et de continuer à avancer. Donc, ça, c'est vraiment le point sur lequel... c'est vraiment comme ça que tu l'as... Enfin, même sur place, tu t'es dit, voilà, En tout cas, sur place, je me suis dit, j'arrêterai pas ce stage. Voilà, il y a des stagiaires qui arrêtent, il y a des gens qui commencent quelque chose et qui finissent pas, et c'est pas forcément ma personnalité. Je me suis dit, je vais au bout de ce stage, qu'il soit bon, qu'il soit pas bon, c'est comme ça. Et t'arrivais quand même à garder une distance? Enfin, tu te laissais pas trop affecter par la situation? C'était démoralisant. Alors, je sais plus quel âge j'avais, mais j'étais peut-être 10 ans de moins. Bah, si, forcément, 10 ans de moins. Parce que ça fait 10 ans en mars que j'ai prêté serment. Mais sur le coup, oui, on le prend à cœur. On est jeune, on n'arrive pas à avoir un certain recul. On se dit, mais pourquoi qu'est-ce que j'ai fait? On y va avec la boule au ventre. On y va vraiment à reculons. On voit les différences de traitement. On se dit, mais purée, j'aurais pas dû... Ça va impacter l'intégralité de ma carrière. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'était totalement ridicule de penser comme ça. Qu'est-ce qu'ils vont mettre dans leur rapport de stage? Des choses, voilà. Parce que c'était quand même mon stage c'était son stage final, quoi. Stage final. Stage, ouais. Donc, je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer si ça se passe pas bien? Et au final, il s'est rien passé. Et quand tu parles de différence de traitement? Alors, je pense juste que c'était par rapport aux dossiers les dossiers qui n'étaient pas forcément intéressants pour moi. À mon avis, ils n'avaient pas forcément besoin d'une stagiaire sur ce poste-là. Là, vraiment, je fais vraiment appel à mes souvenirs. Ouais. Je pense que l'avocat avec qui j'étais, il n'était pas disponible. Donc, voilà. Tout ça fait que c'était pas forcément agréable. Mais après, la vie n'est pas agréable tout le temps, quoi. Ouais. En tout cas, ça t'a pas détourné ton objectif. Absolument pas. T'as quand même cet échec pour ton master aux États-Unis qui t'ébranle. Oh, mais il y en a eu beaucoup des échecs après ça. Et j'en doute pas. Et même avant, et puis je l'ai fait finalement au final. J'ai travaillé 1 an. J'ai mis un peu d'argent de côté et là je fais des air quotes pour que vraiment ce soit... Parce que tout est relatif. Tout est relatif.
Et puis j'ai obtenu mon prêt, et puis je suis partie faire mon master aux États-Unis. Et quand je suis revenue, alors là c'était la transformation. Forcément, on ne veut plus avec un master américain et une expérience à l'étranger. On est demandé, donc là le monde change, on va dire. Donc en fait, ton recul d'admission à ce master, tu l'as demandé donc à ce master aux États-Unis. Oui. C'est génial qu'ils aient accepté parce que en fait, tu as trouvé une solution tout de suite à ton problème. Ton problème, c'était il faut que j'ai un prêt. Et pour ça, il faut que j'ai un accord Alors, pour pouvoir... Dit comme ça, et aujourd'hui, ça a l'air super maîtrisé, d'une grande sagesse, mais en fait, c'était tellement le bazar dans ma tête. Je me sentais totalement désespérée. Je me disais, mais purée, je ne vais jamais accepter de différer quoi que ce soit, parce qu'il faut passer des examens d'anglais pour rentrer là. Ils vont jamais vouloir récupérer ces examens d'anglais, ils vont jamais vouloir. Au final, ils ont voulu, enfin, ils ont accepté. Je m'y attendais pas, et puis... Comme quoi, il faut oser demander, quoi. Il faut oser demander. Ouais. Je pense que c'est ça. Il faut toujours oser. Et après, ce mot a vraiment guidé l'intégralité de mes 10 ans d'avocate, quoi. Il faut oser. Si on n'arrive à rien, en fait. Enfin, on n'a rien, en tout cas. Et cette première collaboration que tu as faite en attendant de partir, alors, c'était du droit des affaires ? Ah non, pas du tout. C'était généraliste. Mais c'était plutôt pas mal. Et ce que je disais quand je passais les entretiens après, je disais, cette première expérience, bien que ça ne ressemble pas à ce que je demande aujourd'hui, ça m'a permis d'aborder la profession d'avocate telle qu'on l'entend de manière traditionnelle. Et j'adore cette phrase parce que c'est exactement comme ça que je la sortais, c'est exactement cette phrase que je sortais. Et j'insistais également sur le fait que durant cette première année de collaboration, j'avais pu développer moi-même une clientèle personnelle que je trouvais énorme à l'époque, c'est-à-dire 3 clients. Alors, t'attends 3 clients dans ta première année d'exercice, c'est bien, non ? Exact. 3 clients, dont un procès que j'avais gagné, j'étais contente, donc ça me paraissait vraiment... J'ai insisté vraiment là-dessus, et c'était peut-être fait lourdement lors de mes entretiens, mais en tout cas, ils comprenaient, ah oui, c'est bien, ils me disaient, c'est bien, ah oui, effectivement, oui, c'était parce que j'avais cet esprit entrepreneur. Et je voulais que les gens le sachent, parce que c'était pas évident pour moi, en tout cas. Ouais, bah... Pour moi, ça fait sens en tout cas. Voilà. Et donc, tu pars aux États-Unis, enfin cette année dont tu rêvais depuis longtemps. Oui. Je suis partie, sachant qu'avoir un prêt pour les États-Unis. Alors, ça, c'est mon expérience. Ah, je tiens à le dire, parce que tout le monde n'a pas le même profil que moi quand on part faire un LLM. Mais j'étais juste, financièrement. Donc, je suis partie, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai trouvé une colocation. Vraiment, ça s'est fait, mais un hasard, un pur hasard. J'avais une copine qui avait une copine qui quittait une colocation, une Française, et qui me disait, j'ai une copine qui quitte une colocation, est-ce que tu voudrais bien y aller ? Et j'y suis allée, je me suis retrouvée avec des mannequins lituaniens à Harlem, Spanish Harlem, et puis les cours, la mentalité qui est différente. Je me suis construit un réseau également, qui est toujours actif aujourd'hui. Une expérience extraordinaire, on va pas mettre, je vais pas pouvoir mettre suffisamment l'accent là-dessus parce que c'était extraordinaire. Ouais. Et quand t'es rentrée, tu disais ça a vraiment complètement transformé. Oui, parce que ça je le savais en fait. L'idée c'était donc j'ai fait un master 2 droit des affaires européen. Moi je voulais toujours travailler à l'international. L'idée ça a toujours été, tu vas faire ton diplôme aux États-Unis parce que ici à l'époque, mais j'imagine que c'est toujours le cas. C'était un peu pas le Graal, mais en tout cas dans ce que je voulais faire, quelque chose qui était plutôt recherché. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse ça, parce que sinon, j'arriverais difficilement, moi je n'ai pas de contact forcément, à intégrer les cabinets d'avocats que je regardais un petit peu du coin de l'œil en mourant d'envie. Et donc, je suis rentrée. Il y a tout ce qui se passe aux États-Unis sur place, où il y a des job fairs, c'est-à-dire où il y a les recruteurs qui viennent directement vous chercher. Donc déjà, on vous met dans l'ambiance, dans cette mentalité que on est là pour vous, on vous fait des offres avant même que votre diplôme soit terminé, donc on se sent spécial, il y a des petits fours, il y a du champagne, c'est génial. Tu te sentais comment justement dans ces... Spécial, et je me suis dit j'avais fait le bon choix en fait, parce que c'est un investissement financier, matériel. Je me suis dit mais ça va payer ce diplôme, je vais faire enfin ce que je veux. Le enfin était peut-être un peu... je sais pas, parce que du coup, ça faisait 1 an que j'étais avocate, je suis partie faire mon LLM, j'avais l'impression d'être en retard. Et là encore, c'est vraiment qu'une impression. Non, mais moi, je te rejoins là-dessus, voilà. J'avais la même sensation. On a l'impression, alors que la vie, ça se compte pas en années comme ça, quoi. C'est ridicule de penser comme ça, même quand il y a des gens... Je sais pas, quand on était plus jeune et qu'on se disait, si je redouble mon CM2 ou 6e ou 5e, c'est la fin du monde. Drame, ouais. Oui, c'est là. Alors que non, qu'est-ce qu'on en a à faire à 35 ans, 45 ans ils sont basés à Londres et au Luxembourg.
enfin, en tout cas, j'étais basée au Luxembourg, Londres, et c'était plutôt sympa. Il y avait des échanges dans les équipes en ce qu'on appelle corporate finance. Alors, le nom, c'était super classe. C'était vraiment des étoiles. Ah oui, bah j'étais, comme on dit en anglais, I arrived, quoi. J'étais là où je devais être. J'étais... Et juste un petit peu avant ça, j'avais travaillé sur une grosse affaire financière. Donc j'étais, génial, je travaillais avec des Américains, ils avaient fait la même fac que moi, c'était cool. Et puis après, j'étais dans ce cabinet anglais, on m'avait envoyé à Londres, c'était génial. Je me levais à 6h du matin, j'avais l'impression d'être là où je devais être. Le seul truc, c'est que corporate finance, c'est génial. Private equity, ça a l'air super chic. J'étais avec une équipe de garçons, super. Sauf que ça me convenait pas. Alors pourquoi ça te convenait pas justement? Alors moi, c'est plutôt rigolo parce qu'en y repensant, je me dis mais comment ça se fait qu'on se laisse embarquer dans une branche tout en voulant une autre branche, sans oser dire je veux une autre branche, parce qu'on a l'impression qu'on va tout perdre. Mais quand on sort du LLM, ben, ce qu'il faut commencer à faire, c'est de repayer ce LLM. Donc moi, j'ai pris la meilleure offre, ce qui je regrette rien, c'est génial. Private Equity, ça me semblait être vraiment ce qui était ma destinée. Après, je me suis dit, il faut comprendre aussi, hein, on ne connaît pas ce que l'on fait, on ne sait pas ce que l'on fait, on ne sait pas quels sont les choix qui sont devant nous. Donc, mais j'ai compris que ce que je voulais faire, ça aurait été un petit peu plus corporate, tout simplement, droit des sociétés. Donc, j'ai tenté de me réorienter en disant, mais je ne pourrais pas intégrer ce département-là. Ah bah non, on a des besoins dans le département où vous êtes. Donc, je suis restée, tout en ayant cet arrière-goût en me disant, mais je pourrais faire plus simple, en fait, j'ai envie de faire plus simple. Ça a duré combien de temps, ça? En fait, à quel moment est-ce que tu t'es réveillée sur ce désir de plus de simplicité dans ta pratique? Et après, combien de temps est-ce que ça a duré, le fait de dire, bon, je reste là pour payer mon LLM, par exemple ou... Alors, ça a duré combien de temps? À un moment donné, je suis tombée malade. Je suis tombée malade, je fais beaucoup d'anémie, donc c'est une carence en fer, et ça vous épuise, en fait. Et comme tout collaborateur, quand on est jeune, dans un cabinet d'affaires international, on fait des grosses journées. Je me rappelle quitter à 22h, quitter à 21h52, quand je quittais à 21h03, je me disais, c'est cool. Donc du coup, il est tôt. Il est tôt. Ça, c'est super. Je vais pouvoir me brosser les dents cette fois. Et du coup, et ça me dérangeait pas. Hein. J'avais ces plaques de boutons parce que j'étais un peu stressée avec mon Blackberry. Ils nous filaient tous un Blackberry. Quand il y avait la petite lumière rouge, on redoutait la lumière rouge comme on l'attendait en fait. La petite notification, il faut que je réponde, c'est à New York, faut que je réponde. Bon. Puis je suis tombée un peu malade et puis j'avais cet appartement que je n'avais pas encore meublé. Mais t'avais pas le temps. J'avais pas le temps. Donc j'étais sous ma couette, j'avais froid. J'avais pas encore réglé le chauffage, j'avais rien fait. Je sais que la naissance de mon premier neveu, ça m'a un petit peu marquée parce que je les voyais, ils étaient en région parisienne, tous ma mère, mes sœurs et leurs compagnons et les neveux, enfin le neveu en question. Et je me disais, mais j'ai envie d'être là-bas, j'ai envie de le voir, j'ai envie de y aller le samedi, le week-end, j'ai pas envie d'être ici, j'ai envie d'être là. Et puis ça faisait quand même un petit moment que j'étais à l'étranger. Donc, je me suis dit, mais ça me plaît pas en plus. Enfin, l'équipe, elle me plaît. Ça a été un déclic pour je faire pense, ouais. Oui, parce que quand on m'a dit, ta sœur est en train d'accoucher, j'ai tout laissé tomber. J'ai couru, j'ai pris un billet de train. J'ai acheté un cadeau dans la gare. Enfin, j'ai tout fait, quoi. Ça a été un rappel de tes priorités et de tes vraies envies. Voilà. Et quand j'y étais, je me suis dit, mais il faut que je rentre en France déjà, hein. Et deux, je me suis dit aussi que ce que je voulais faire, c'était monter mon cabinet. Alors, est-ce que j'étais prête à monter mon cabinet? Absolument pas. Mais je veux monter mon cabinet d'avocat. Qu'est-ce que j'ai envie de faire et de proposer à une clientèle? Moi, ce que j'ai envie de toucher, ce sont les entrepreneurs. Pas les gros deals internationaux, parce que j'aurais jamais ces gros deals, en tout cas dans un premier temps. Même j'ai envie de dire, j'aurais jamais ces gros deals, c'est pas ce que je recherche. J'ai envie d'être au contact de l'entrepreneur, de ses besoins quotidiens. Je commençais déjà à identifier ce que je voulais avec un peu plus de précision, mais en restant là, je vais jamais pouvoir y arriver. Et si je vais pas, parce que je savais faire des grosses choses, liquider des fonds d'investissement, je savais faire ci, ça, mais je ne savais pas monter une SARL. Voilà.
Et ce que je voulais faire au fond de moi, c'était vraiment accompagner les entrepreneurs et le droit des sociétés, vraiment. Donc j'ai dit, ok, c'est bon, je rentre en France. Et quand j'ai dit que je rentrais en France, ce qu'on m'a dit, c'était, ah, mais ça va être compliqué, tu as été trop à l'étranger, tu vas jamais trouver du travail en France. Oh là là. C'est toujours Qu'est-ce que les gens sont démoralisants, Voilà. quoi. J'ai trouvé du travail en France, dans un premier temps en private equity. Je vais pas me plaindre parce que c'est quand même, on vous paye quand même plutôt bien. Mais c'est vrai que ce que je voulais, moi, c'était le droit des sociétés. C'est ce que je voulais. Je voulais un truc simple qui me permette de pratiquer, de m'entraîner à ce que je ferais en étant À ton compte. à mon compte. Et ça a été dur de te déjuger, entre guillemets, de revenir sur ce rêve que tu avais depuis gamine, des grosses affaires, des trucs internationaux, pour finalement réorienter vers quelque chose de moins, qui est moins dans un ego trip total, tu vois. Oui, alors, oui, parce que je me suis dit, c'est ce que tu visais, c'est l'excellence entre guillemets, on va dire ça comme ça, alors que c'est pas du tout ça, mais à l'époque c'est comme ça que je pensais. C'était ta vision de l'excellence. C'était Ouais. voilà, ma vision de l'excellence. Pourquoi tu cherches pas à percer dans cette branche-là? Et je me disais, mais si je continue dans cette voie-là, et avec les modèles qui m'entouraient, j'ai envie de dire de femmes aussi qui entouraient, qui étaient dans cette branche-là, je ne vais pas y arriver. À 40 ans, je ne vais pas y arriver. Je le sens. Parce que malheureusement, peut-être que si j'avais eu des modèles de femmes, j'insiste vraiment sur le femme, parce que je suis une femme et je sais que le temps passe, etc., etc. Mais il n'y avait pas de modèle de femmes épanouies, ou en tout cas qui avaient accédé à ce à quoi elles auraient pu prétendre dans cette voie-là. Tu étais hyper consciente du plafond de verre et... Oui, alors moi j'ai envie de dire qu'il y a un double plafond de verre. Il y a la femme et puis il y a la couleur, parce que je suis noire et je suis d'origine guadeloupéenne. Mais le temps, c'est quand même une matière qui demande beaucoup de temps dans ce genre de cabinet. Ouais. Et encore une fois, toi tu voulais du temps pour oui, pour tes proches. Oui, mais enfin bon, j'étais quand même un peu jeune, j'avais encore de l'énergie. Enfin, j'en ai encore, mais j'avais quand même de l'énergie. Mais je les voyais un peu tristounettes. Voilà. Peut-être que si j'avais eu un exemple de nana, j'ai dit nana, mais faut vraiment pas m'en tenir rigueur. C'est gentil, épanoui. Peut-être que je serais restée dans cette branche-là, mais je sais pas comment j'aurais fait la transition gros deal et après monter mon cabinet d'avocat derrière. Peut-être que ça se serait arrangé d'une certaine façon, mais je le voyais pas. Je voyais un petit peu down south, c'est-à-dire un petit peu prétendre un petit peu à des matières un petit peu moins techniques et proposer à une plus large masse. Ouais. Donc ça a été quasiment un choix aussi stratégique, quoi, voilà. Par rapport à ton objectif in fine, qui était d'être à ton compte, d'avoir ton cabinet, et de prendre ton indépendance. Exactement. Et d'être épanouie. D'être épanouie. Alors, on va revenir là-dessus, parce que du coup, parfois, on se demande qu'est-ce qu'on fout là. Je suis très contente de là où je suis aujourd'hui. Ouais. Et donc, tu rentres en France, tu fais du private equity encore pendant quelques temps? Oui, pendant quelques temps. J'ai pas la chronologie en tête, mais pendant quelques temps. Et ensuite, je me suis dit non, j'ai envie de faire du droit des affaires de manière générale. C'est ce que j'ai envie de faire parce que j'ai envie de pratiquer cette matière et avoir les réflexes. Sinon, je ne vais pas pouvoir y arriver, je ne vais pas pouvoir avoir une offre qui soit intéressante pour mes clients, je ne vais pas pouvoir avoir les réflexes, etc. À côté, j'ai développé ma petite clientèle, toujours. Et puis je voyais parfois les petites questions qu'on me posait, je me disais, il faudrait que je trouve quand même, pendant 2-3 ans, quelque chose d'un petit peu plus généraliste en droit des affaires pour que je puisse vraiment me plonger dans cette matière et connaître en fait les problématiques des entrepreneurs. Tu dis que tu développais ta clientèle personnelle. C'était quel type de clientèle personnelle? Parce que tu étais dans des gros deals dans ta collab, donc... On ne touchait pas aux clients. Voilà. Mais alors du coup, c'était des petits chefs d'entreprise, mais aussi parfois des voisins. C'était encore un peu une sorte de mélange. On va dire une sorte de mélange. Je faisais un peu de tout. En tout cas, tu prenais les dossiers qui venaient. Ouais. Parce que je n'avais pas encore cette mentalité de me dire, j'ai monté quelque chose, voilà ma stratégie, voilà la direction, voilà le marketing, voilà ce que je veux faire exactement, la niche dans laquelle je veux être, ça vient plus tard. Ça vient plus tard. Au début, on essaye de se familiariser avec les procédures, les réflexes d'avoir des dossiers à son compte. Voilà. Et c'est ce que je recherchais finalement.
jusqu'à ce qu'à un moment, je me dise, ok, je suis dans un cabinet où je pense que j'apporte beaucoup de choses. Je pourrais apporter beaucoup de choses à moi-même. Donc, je vais monter mon cabinet. Là, tu t'es sentie prête. Je me suis sentie prête. Je l'ai monté. 3 mois après, je me suis dit, je peux pas. Alors, raconte-nous cet échec finalement. Bah oui, mais je trouve que dans notre profession, on n'est pas forcément transparent. On n'est pas transparent sur ce que l'on gagne, on n'est pas transparent sur nos échecs, les angoisses. Et je trouve ça plutôt dommage. J'ai 2-3 copines avec qui je parle vraiment de manière ouverte. Mais à part ça, c'est vraiment une profession où il faut montrer qu'on est génial. Successful. Successful, les dents blanches, on y arrive. Alors que pas du tout. Donc je l'ai monté, c'est bon, j'y suis arrivée, je monte mon cabinet. Et puis du coup, 1 mois, 2 mois, j'ai pas de clients, j'ai 2-3 affaires perso. Oui, voilà. Au bout de 3 mois, je me suis dit, mais je vais pas y arriver en fait. Je vais pas y arriver. Bon, je pense que ça a duré peut-être 6 mois, allez. Et je me suis dit, non, il faut que tu retrouves une collaboration. Je l'ai vécu comme un échec parce que le but du jeu depuis que je suis gamine, c'était d'ouvrir mon cabinet, si on y revient. Donc, je me suis dit, punaise, j'y arrive pas en fait. Je suis une bip. Et puis, j'arrive pas. C'est pas pour moi. J'arrive pas. Peut-être que je devrais forcément travailler pour quelqu'un. Mais au fond de moi, je me disais, mais j'ai dû faire quelque chose qui est pas forcément... il y a eu un problème parce que j'y arrive pas, mais je sais que je peux y arriver. Mais à l'époque, quand j'ai subi l'échec, je me suis dit... T'arrivais pas encore à identifier ce que t'avais... ça prend du temps. Ça prend du temps. De revenir sur son expérience et se dire, ah, c'est là c'était une erreur. Oui. Ça, j'aurais dû faire ça. Et après, je me dis, avec le recul, est-ce que c'était plus... C'était pas l'angoisse qui montait et qui me paralysait et qui me faisait pas voir que c'est normal, tu es angoissée. Maintenant, il faut continuer. Ouais. L'angoisse m'a fait peut-être revenir sur ce choix et repousser à plus tard. Ouais. Me dire, il me faut plus de préparation. Au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est pas la préparation. On n'est pas forcément préparé, il faut juste se lancer. Enfin, quand on veut vraiment faire ça, c'est quelque chose qui réfléchit et on sait qu'on peut le faire. Et se dire que ça va être dur de toute façon. Parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment dur. Voilà. Donc, tu as retrouvé une collaboration. Ça s'est fait facilement. Ouais. Alors moi, pour le coup, depuis que je suis revenue des États-Unis, j'ai jamais eu ces problèmes de... j'envoie mon CV et dans la journée ou le lendemain, on me rappelle pour un entretien. Pourquoi ? Parce que j'ai fait un... Alors, ça a l'air super prétentieux de dire ça et j'espère qu'on va pouvoir m'excuser, mais j'ai toujours senti que ça serait compliqué pour moi, en fait. Quand j'envoyais mes CV de stage, quand j'étais en maîtrise ou en Master 2, on se disait, avec d'autres copines... issus de minorité d'ailleurs, on se disait mais est-ce que on va pas se faire recaler. Il y a toujours eu cette question, cette peur de se faire recaler parce qu'ils en reçoivent beaucoup, pourquoi est-ce qu'ils vous prendront, pourquoi est-ce qu'ils vous prendraient vous, etc. Donc j'ai toujours cette peur et moi cette façon de survoler un peu, d'effacer cette peur, c'était d'avoir quelque chose que les gens voulaient. Donc ça a commencé par exemple avec mon stage au Conseil de la concurrence. À l'époque, c'était très très demandé. Je pensais pouvoir m'orienter vers le droit de la concurrence. C'était une matière qui m'intéressait beaucoup. J'étais très, on va dire, lèche-botte avec le professeur de droit de la concurrence. Voilà. Mais j'adorais cette matière. Et puis, je me rappelle que j'avais postulé une année. Elle m'avait dit, la personne qui était au Conseil de la concurrence, autorité de la concurrence à présent, m'avait dit, alors il faut se représenter l'année prochaine. Il y a 3-4 places. Et on m'avait dit, telle université a déjà 2 places de réservées. Sympa. Oui, sympa. 4-5 places. Alors, j'espère que... En tout cas, c'était un discours un peu off. Mais du coup, pendant toute une année, je les ai harcelés. Est-ce que maintenant, c'est la date pour envoyer ? Est-ce que c'est la date pour envoyer ? Est-ce que c'est la date pour envoyer ? Je pense qu'elle en a eu tellement marre, cette pauvre dame. Où elle a juste vu ton envie, ta détermination. Et puis du coup, elle m'a dit, écoutez, vous avez un stage au sein du Conseil de la concurrence pour votre master droit européen des affaires. Donc, c'était parfait. Donc j'ai essayé d'avoir ça, et puis bon, ça a fait un petit impact dans mon CV. Le stage à Bruxelles également. Ah, vous êtes parti à Bruxelles, c'est bien, oui. Je mangeais des bonbons toute la journée, mais c'était plutôt pas mal. Les États-Unis également, c'était génial. Donc je me suis toujours fait cette réflexion qu'il fallait que j'en fasse un peu plus pour pouvoir passer certaines portes. À tort ou à raison, je pense que c'était plus à raison qu'à tort, mais voilà, j'ai toujours fait un petit peu cet effort-là. Ouais.
Donc, en tout cas, pour retrouver une collab, ça s'est bien passé parce que vraiment, t'as construit ton CV pour qu'on puisse pas te faire de reproches et que ce soit qu'il y ait les cases qui font tilt quoi chez les gens. Et là, j'étais vraiment sur du droit des affaires de manière générale, à l'international, ce que j'aimais beaucoup. C'est une matière sur lesquelles vers lesquelles j'oriente mon cabinet aujourd'hui. On m'a envoyé à droite à gauche, j'ai pu aller à Miami, c'était cool, c'était vraiment vraiment sympa. Mais c'était l'heure. Voilà, c'était l'heure de monter mon cabinet d'avocat. Ça y est, cette fois, le deuxième essai. Donc ça a duré combien de temps cette collab intermédiaire entre guillemets? Je pense que j'ai fait un cabinet où après je me suis dit, ça avait duré peut-être un mois, je me suis dit non mais en fait ça va pas le faire. Parce que le rapport avec le... Non, oui, parce que j'étais plus grande à présent, il y a des choses que je peux faire et d'autres choses que je peux plus faire, enfin je suis plus un bébé. Et surtout, je pense qu'il y avait quand même vraiment, vraiment cette envie d'être à son compte. Donc, non, tout ça. T'étais plus prête à accepter n'importe quoi? N'importe quoi, non. Non, pas n'importe quoi. Après, je sais que je peux retomber sur mes pattes facilement. Je sais que c'est juste une plus grande confiance en soi, une plus grande sérénité également, et se dire qu'on ne dépend pas. Il n'y a pas une personne qui va faire que votre vie s'arrête si... ça continue quoi. Ouais. Une collaboration, c'est qu'une collaboration. Ils mettent bien fin aux collaborations de manière, très rapidement, donc ça peut être aussi dans l'autre sens. Ouais. Je pense que c'est ce point-là qu'il faut essayer d'intégrer pour les jeunes collaborateurs et collaboratrices. Bien qu'il y ait beaucoup de compétition, vous êtes quand même unique, quoi, donc vous avez quelque chose à apporter. Une fois qu'on a intégré ça, on arrive un petit peu plus à naviguer de manière sereine dans le monde impitoyable de la collaboration parisienne. Ouais. Et donc tu quittes cette collaboration parce que tu identifies tout de suite que ça va pas le faire. Oui. Tu en retrouves une autre. Oui. Et celle-là, elle a duré... un an et demi. T'avais besoin de te refaire, quoi. Oui, mais je me suis dit, j'ai monté mon cabinet un peu tôt, essayons d'apprendre encore un petit peu. Je savais qu'on arrivait, je sentais l'appel de l'océan, quoi. Ouais. Je savais qu'on arrivait un petit peu à la fin. Je me disais, mais est-ce que j'ose encore là tout de suite? Non, reprends une autre collaboration, si jamais. Et donc, tu as profité de ce temps pour faire un peu un retour d'expérience sur ton premier lancement. Oui. Et réfléchir autrement à ton cabinet tel que tu le voulais. Ouais. Alors, quand j'ai monté mon premier cabinet qui était un vrai échec, je suis partie du principe que j'étais exceptionnelle. Je vais y arriver, je suis entrepreneur et tout ça. Sauf que j'avais pas mis en pratique ce que j'avais dans la tête. Donc je suis revenue effectivement sur cette expérience qui était un échec, mais en même temps une expérience. Et je me suis dit, voilà, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu sois plus visible. Il faut que tu te construises un réseau. Voilà, il te faut un client. Il faut que tu ailles prendre des conseils auprès de ceux qui y sont arrivés. Qu'est-ce que ça veut dire y arriver dans ce domaine? Je sais toujours pas. Mais en tout cas, renseigne-toi. Crée un réseau, ce que j'ai fait. J'ai eu un réseau d'entrepreneurs qui pourrait te servir de vivier ou puiser un petit peu tes premiers clients. Sois visible, interviens, fais des formations. Alors, c'était l'époque, mon approche de l'époque pour monter mon cabinet. Quand je me suis sentie à l'aise et que je me suis dit, ok, je commence à avoir des clients. Alors, combien de clients? C'est encore la grande question parce qu'on va vous poser, mais combien de clients est-ce qu'il faut pour monter son cabinet? Alors là, tout le monde a une réponse différente. Certains vont vous dire 20, d'autres 10, d'autres 40, j'en sais rien. Moi, je l'ai fait quand je le sentais. Et puis, les 3 premiers mois, c'était compliqué. C'était très compliqué parce que j'avais pris des locaux. J'adore. J'avais pris des locaux dans un super beau quartier parce que c'est bon. Maintenant, je suis avocate, j'ai mon propre cabinet d'avocat. Et puis, je me suis dit, mais Nelly, c'est l'erreur que tu demandes d'éviter aux entrepreneurs qui viennent te consulter, jeunes entrepreneurs qui viennent te consulter, c'est-à-dire de prendre des locaux trop chers. Tu l'as fait toi-même, quoi. Et je me suis dit, ok, tu dégages de tes locaux tout de suite. Avenue Marceau, tu sors. Ouais. Et je suis sortie des locaux et j'ai vu un petit peu comment optimiser cette activité, les économies que je pouvais faire, mes cibles également. Il fallait déterminer ça avec précision. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est le droit des affaires internationales, droit des affaires Afrique, OADA, Afrique de l'Ouest, des sportifs, des artistes. Et voilà, ça se passe plutôt bien. Ouais. Mais voilà, je suis aussi à ma 3e année. Mais je crois que quand on s'est rencontrés la première fois, donc à l'anniversaire de Laure, je ne sais plus lequel, c'était assez récent, ça devait faire 6 mois ou 1 an que... Et tu disais...
Tu disais que tu t'es lancé cette fois avec un business plan où tu t'es dit, il faut que j'ai tant, je m'autorise tant de pro bono. Enfin, tu avais vraiment hyper construit ton... Oui. Et ça s'affine en fait, hein, parce que ce que j'ai pu dire peut-être après 6 mois d'expérience d'activité, c'est plus du tout ce que je mets en place aujourd'hui. Ça évolue totalement, constamment, jour après jour, quoi. Et oui, à 6 mois, je pense que si on s'était rencontrés à 6 mois après mon lancement, ça devait être parce que j'ai eu une sorte de moment où j'ai dépassé le montant que je touchais en collaboration. Et ça, ouais, ça m'a tu été... m'avais parlé de ça, ouais. Et ça a été le déclic. Je me suis dit, j'y arrive. C'est bon, j'ai fait le bon choix, je vais pouvoir y arriver. Et donc ça m'a vraiment boosté en fait. Je me suis dit, mais si j'y arrive ce mois-ci, pourquoi pas le mois prochain également. Du coup, ça permet de retirer un peu cette valeur que les gens vous mettent un peu dessus, enfin vous tamponnent avec, bon, voilà, tu vaux, je sais pas, 6 000 euros net, tu vaux 7 000 euros net, 8 000 euros. Parce que c'est le montant de ta rétrocession d'honoraires. Et au final, pourquoi est-ce que je vaux 7 000 euros, 8 000 euros, 9 000 euros? Pourquoi déjà? Parce que j'arrive à me faire tant ou moins, ça peut être aussi à la baisse, mais je suis arrivée à me faire plus toute seule. Donc du coup, expliquez-moi votre système de valeurs en fait. Et je pense que c'est pas mal, c'est ce qui bloque aussi pas mal de jeunes ou moins jeunes à se lancer aussi, parce qu'on a l'impression qu'on vaut tant et qu'on vous paye tant, et du coup, si je lâche, est-ce que je vais être capable de me faire tant? Pas sûr. Au final, moi, je me suis dit non, je veux me faire plus. Et puis, ta valeur, elle est dans ce que tu sais faire, elle est pas... Ouais. Dans ce que tu sais faire, mais aussi ce que les gens sont prêts à vous payer, parce que je peux être capable de faire pas mal de choses si j'ai pas de clients. J'ai pas de clients. Et tu disais que avant de te lancer, tu avais eu toute cette année où tu t'es dit, il faut que je me rende visible. Oui. Et mine de rien, c'est une stratégie qui a payé, non? Parce que assez rapidement, tu as eu plus de clientèle et... Alors, c'est du marketing pur et simple. Après, c'est vrai que les avocats, ils sont pas forcément formés à ça. Moi, j'adore tout ce qui est l'entrepreneuriat. J'adore. Je suis vraiment dans mon champ de tout ce qui est marketing, visibilité, construction de réseau, enfin en tout cas, création de chiffres, on dira. J'essaye, je tente. Bien entendu, dans les limites de ce que m'autorise l'ordre des avocats de Paris. Mais je tente, j'essaye. J'avais créé, donc je disais ce réseau, ce qui est plutôt pas mal ça. C'était un réseau d'entrepreneurs. Il existe toujours ce réseau? Il n'existe plus. Non. T'as fini par le laisser mourir? Non, j'ai fermé. Mais ça m'a appris beaucoup de choses aussi sur le type de client que je voulais avoir. Hein, tout entrepreneur n'est pas bon à prendre en tant que client en fait finalement. La réalité est que quand on est avocate et qu'on se lance, il faut pouvoir manger, il faut pouvoir payer l'appartement, les locaux, ou je sais pas, moi, votre stagiaire, etc. etc. Donc, le pro bono, j'avais fait les mercredis ou les mardis, c'est permis, je me rappelle au tout début, quand j'avais commencé, donc j'avais des questions et je me disais, peut-être qu'après, ça va créer d'autres besoins. Donc, c'était aussi une tentative. On a essayé également ça. Que ça a marché sur certains cas, mais je dirais que ça a moins marché que marché. Ouais. Mais c'est quelque chose qui m'a intéressée. Après, j'ai fait une interview à la télé aussi grâce à je pense qu'on m'avait repéré grâce à ce réseau d'entrepreneurs que j'avais créé. Et puis, ça fait un peu boule de neige, en fait. Donc, on vous repère à droite à gauche, j'ai osé contacter pas mal de gens, au gouvernement. J'ai eu beaucoup de noms, mais j'ai eu quelques oui. Et ces oui ont été extraordinaires. Ça m'a fait rencontrer d'autres personnes, des grands chefs d'entreprise, des sportifs, des artistes, des journalistes. Donc tu les contactais en disant voilà, tu étais avocate. Oui, ou lors de rencontres également. Donc je n'hésitais pas à sortir ma carte, je n'hésitais pas à prendre des numéros, je n'hésitais pas à rappeler. On en revient à la technique du... Oui, et puis du coup, oui, il faut marteler. C'est très compétitif, il faut se faire une place. Donc j'hésitais pas, il faut créer des partenariats. Ça, si, c'est pas mal. Si j'ai un conseil à donner, c'est la création de partenariats avec d'autres professionnels, quel que soit votre champ d'intervention. Donc, moi, ça peut passer par des experts comptables, par exemple. C'est plutôt une bonne idée, ça, finalement, quand on y pense. Alors, attention, je m'adresse à l'ordre des avocats. C'est pas un méli-mélo d'activité, mais c'est plus... on pense à quelqu'un quand on a un besoin auquel on ne sait pas répondre. Et c'est une sorte d'arrangement qui est plutôt pas mal, je trouve. Surtout quand on vient de se lancer, se créer des amitiés professionnelles, voilà, entre confrères et en dehors également. Moi, je trouve que, en fait, on nous prépare pas forcément à devenir, être chef d'entreprise finalement.
fac ici ne prépare pas, enfin, les facs ne préparent pas. On peut dire qu'on fait des écoles de commerce, mais bon, c'est pas... De toute façon, les avocats ne font pas forcément systématiquement des écoles de commerce, mais on ne prépare pas à la dureté de monter son cabinet, enfin, à la réalité de la chose, aux charges qui ne s'arrêtent pas, de courir, au premier client qui ne vient pas, en tout cas au 5e peut-être qui ne se présente pas. Et tu t'es faite accompagner justement pour... Non, parce que moi j'ai une curiosité par rapport... Enfin, je trouve, je pense que je suis un peu plus éclairée que beaucoup d'avocats dans ce domaine-là, parce que c'est un domaine qui me passionne. Donc, je lis beaucoup. Des bouquins sur l'entrepreneuriat. C'est plus américain qu'autre chose, parce que je suis très axée sur la culture américaine. Et ils ont pas mal d'offres à ce niveau-là. Donc, beaucoup d'articles, beaucoup de gens qui sont passés par ce par quoi je passe. Alors là encore, je pense qu'on est un peu pas assez transparent en France, surtout quand on commence à parler d'avocats. Donc je suis obligée de me... Enfin, si on se tourne vers les États-Unis, où c'est ouf, très sincèrement, les avocats peuvent aussi avoir une société de soda. C'est le cas d'une de mes amies, donc ils sont un petit peu plus out there, à l'extérieur. Ils arrivent quand même à répondre à un certain nombre de questions. Ben là, comme ça, franchement, j'ai pas en tête, alors j'ai pas fait une étude de marché incroyable, mais j'ai pas en tête que ce soit de médias ou de médias au sens large, des livres, des podcasts, je sais pas, d'avocats qui parlent de la partie vraiment entrepreneuriale de son métier. Ça commence à émerger, mais on est vraiment sur de l'émergence. En tout cas, sur un public ciblé avocat, de temps en temps, il y a des... Et je trouve que quand les avocats sont interviewés... dans les médias en général, ils sont jamais interviewés en tant qu'entrepreneurs. Ils sont toujours interviewés comme experts leur spécialité. Ouais. Et d'ailleurs, moi, c'était aussi une idée du podcast. C'était, franchement, pour écouter plein de podcasts d'entrepreneurs, il n'y avait jamais d'avocat. Peut-être à un moment dans La Poudre, il y a une avocate qui a été interviewée. Mais je pense qu'elle a surtout été interviewée pour son expertise sur le handicap parce que c'est une avocate handicapée. Ah, d'accord. Et donc, c'est un mélange entre... sa personnalité en tant que femme handicapée qui entreprend des choses, qui est avocate, mais on est quand même beaucoup sur cette thématique-là. Exactement. Et on n'est pas sur vraiment l'avocat entrepreneur, quoi. Et des difficultés rencontrées. Et c'est très marrant que tu dises ça, et tu vas trouver ça super bizarre, mais le jour où tu m'as contactée, je crois que c'était ou le même jour, ou alors juste le lendemain, où j'évoquais la question d'un podcast avec une avocate avec qui je travaille beaucoup, qui s'appelle Dina Maïfula Solinas. Elle est à New York, au barreau de New York. Et on avait fait notre master ensemble et justement on évoquait ce truc-là. Et elle, ça lui tient vraiment à cœur de faire un podcast, ou en tout cas diffuser quelque chose, par quel média, mais bon, elle semblait se diriger vers le podcast, autour de ça, les difficultés rencontrées en tant que femme, avocat, aujourd'hui. Parce que très sincèrement, mon Dieu. Mais oui, il y a clairement matière. Et puis en plus aujourd'hui, d'écho en écho, on parlait avec une copine il y a une déferlante d'articles en ce moment sur les difficultés dans la profession d'avocat. Donc il y a eu dans Madame Figaro sur les femmes, les avocates, les gros problèmes de misogynie dans la profession, tout. Il y en a eu un dans Le Point qu'une amie m'a envoyé aujourd'hui. Alors, on est assez critique en fait là-dessus d'ailleurs, parce qu'on dit il y a quand même beaucoup de sensationnalisme dans ces articles. Exact. Et personnellement, je pense qu'il faut que j'aboutisse un peu ma réflexion. Je comptais même écrire un post LinkedIn là-dessus, parce que en fait, je trouve que même ça dessert le propos finalement, on va tellement chercher les exemples les plus dramatiques que on en oublie qu'il y a beaucoup de situations qui sont complètement intermédiaires et beaucoup plus grises, qui posent problème aussi. Et aussi il y a beaucoup de guerrières, quoi, en fait, finalement. Si je parle que des femmes, mais il y a beaucoup de filles qui font des trucs géniaux, justement qui se laissent pas enfermer dans cette position de victime. Et je pense que ça aussi, il faut le mettre en avant, quoi. Oui, mais pour en arriver à faire des trucs géniaux, ce que j'aime bien quand je partage, par exemple, avec d'autres filles ou d'autres hommes aussi avocats, et qui sont transparents quand même sur leurs difficultés, les épreuves, comment est-ce qu'ils font pour trouver des clients. Je vais être totalement honnête, quand j'ai monté, donc pour la deuxième fois, mais la deuxième fois c'est la bonne, ce cabinet d'avocat, j'étais complètement dans le noir sur ce qu'il fallait. Est-ce que c'était normal de facturer, on va dire 5 000 €? Est-ce que c'est normal de facturer 200 € tel truc? Comment est-ce que je fais? Voilà. J'ai posé pas mal de questions, j'ai eu peu de réponses.
parce qu'il y a aussi le sujet un peu tabou de l'argent ici. J'ai la chance d'avoir des collègues qui sont à l'étranger. Donc là, c'était un petit peu plus fluide au niveau de la surtout aux discussion. États-Unis, ils parlent argent. Mais ça m'a beaucoup aidé en fait. Moi, monter sa boîte, parce que je considère qu'un cabinet d'avocat c'est une boîte finalement. Et je pense que c'est peut-être l'erreur que certains font, c'est peut-être le considérer comme un cabinet d'avocat. Mais qu'est-ce qu'un cabinet d'avocat? Ça répond aux mêmes obligations finalement qu'une boîte. Enfin, en termes de, il faut de la trésor, il faut penser à ça, il faut penser à ci. Il faut des clients. Il faut des clients. Ouais. Combien de clients est-ce que quel est le chiffre que je dois me faire pour vivre? Il faut le déterminer. C'est pas mal de questions auxquelles pas mal de gens ne répondent pas, enfin ne se posent pas. Ils exercent tout simplement. Et moi j'avais envie d'avoir cette approche vraiment économique ou commerciale de la chose. Vraiment. Qu'est-ce que c'est qu'un commerce? Il faut avoir une présence sur le site internet. Je vais être totalement honnête. Aujourd'hui, si je suis avocate et je rencontre quelqu'un qui me dit je suis avocate, je viens de me lancer, mais que je le Google et qui n'a aucune présence sur internet, pour être passé par là, j'ai envie de dire what the fuck. Ouais. Après, tu vois, je pense que ça dépend beaucoup des spécialités parce que j'ai eu 2 pénalistes, j'en ai même eu 3, mais vraiment sur le pénal privé, quoi. Oui, et donc Loïc Tadenou que tu as écouté, il y a eu Boris Rosenthal la semaine dernière, c'était l'épisode bonus de Noël Anne-Hélène Ricot, qui elle est dans un autre barreau, le barreau de Créteil, et eux, ils ont pas de LinkedIn, pas de site internet, ils ont, par contre, ils ont une vraie page Facebook, Anne-Hélène Ricot, avocat, par exemple, ou Boris Rosenthal, avocat. Et Loïc, il dit, moi, j'ai aucune présence sur les réseaux sociaux. Mais je pense que ça dépend beaucoup des matières et de la clientèle. Je pourrais pas, du coup. Parce que, toi, bien évidemment, toi, t'es sur un autre type de clientèle. Mais c'est vrai que, et puis bon, ça va aussi avec une certaine, finalement, quand on regarde pénaliste, ça va avec un peu l'idée de discrétion aussi, finalement. Moi, pas du tout. Pour le coup, il faut que je sois là un peu partout. Donc, si je parle que des avocats qui font à peu près la même chose que moi, ou même, j'ai envie de dire généraliste, bien que, je trouve que c'est un tout petit peu dommage, quoi, en fait, parce qu'aujourd'hui, c'est Internet à fond. Comment est-ce que vous voulez qu'on vous trouve si on vous connaît pas, si on n'existe pas, Puis c'est bête, mais je trouve que ça donne une image de professionnalisme immédiat. Enfin, quand tu vas sur un site internet qui est bien fait, tu teintes. C'est hyper biaisé parce qu'en fait tu sais pas si cette personne en vrai elle travaille bien ou pas et on est vraiment que sur l'image, quoi, mais je trouve que ça donne une d'image, c'est aussi ça. Et puis mais ça s'apprend un petit peu, comme ne pas avoir d'email professionnel aussi, c'est pas très compliqué finalement quand on y pense. Après, comme tu disais, il y a des matières qui sur les mais si on commence à parler d'entreprise, si on n'a pas d'email professionnel, on est sur du yahoo.fr. C'est des petits détails, ça a l'air débile. Et je sais qu'en France, on va peut-être me dire, mais c'est des détails. Ah non, je trouve que il y a une image à avoir, en fait. Ça aide. On ne se rend pas forcément compte tout de suite, parce que quand on ne le fait pas, mais quand on le fait, on se dit, c'est quand même un bon investissement. Ça commence un petit peu à marcher correctement. Et tu dirais qu'aujourd'hui, finalement, dans ce qui te plaît, dans ce que tu fais, finalement, c'est plus la partie juridique ou c'est plus la partie entrepreneuriat? Est-ce que le juridique sert ton désir d'entrepreneuriat ou est-ce que je veux dire que c'est le côté entrepreneur pour 60% et les 40% restants le juridique. J'aime l'idée de créer quelque chose, d'être à la base de quelque chose. C'est pourquoi j'ai été formée, donc le droit. Faut créer quelque chose qu'on maîtrise. Mais j'aime beaucoup l'idée de voir évoluer ma structure, d'avoir des objectifs, d'affiner un petit peu les offres, d'être reconnue en tant que, on va dire, criquet avocat. C'est la fille qui fait ça. Oui, c'est l'avocate qui fait ça. J'aime quand on va sur ma page internet et qu'on arrive à voir ce que je fais. Donc ça veut dire que j'ai une identité quand même, que le cabinet a une identité. J'aime tout ça. J'aime aussi monter des structures, donc du coup, c'est ce qui va me faire peut-être ouvrir un deuxième bureau sur la Guadeloupe prochainement, enfin pas dans très longtemps, parce que je pense pas qu'il faille non plus attendre, autant faire. Si on se mange, comme on dirait, on se mange, mais pourquoi pas, après on se relève. Et puis il y a d'autres envies, une société aussi tournée sur le droit, qui est en cours également. J'aime ce côté-là, ça a l'air évident quand j'en parle. J'aime beaucoup le droit, mais j'aime beaucoup l'accompagnement. L'accompagnement de l'entrepreneur toujours, du sportif qui a un besoin business, qui veut développer sa marque de basket,
les deals internationaux, commerce, j'aime beaucoup. Quand ça commence à avoir une banque en Inde, enfin, je prends un exemple actuel, avec des clients français, il faut commencer à parler en anglais. Ah, ça j'aime bien. Ça t'aime bien. Ça, j'aime bien. Et tu vois, ça y est, j'ai retrouvé la question que je voulais te poser. Enfin, c'était pas tellement une question, en fait, c'était plus une remarque sur, justement, en fait, t'essayes des choses et puis tu vois si ça marche, si ça marche pas. Comme mercredi, tout est permis. Oui, t'as essayé, au bout d'un moment, t'as arrêté. Oui, j'avais beaucoup de gens qui se permettaient beaucoup de choses. Et donc vraiment, t'es dans cette logique-là. Et là, tu dis la même chose avec le bar en Guadeloupe et tout. Et tu disais que tu développais pas mal le droit des affaires avec l'Afrique, notamment l'Afrique de l'Ouest. Oui. Et la Guadeloupe aussi ou... Alors, la Guadeloupe, c'est un projet qui est plutôt récent, mais c'est à la fois un retour aux sources. Pour moi, j'ai vraiment envie de faire quelque chose avec la Guadeloupe. Et un besoin, je trouve qu'il y a des besoins en droit des affaires. Il y a parfois des projets avec des étrangers. Je pense que je peux avoir une petite place là-bas. Je pense qu'on peut avoir une petite place. J'ai des bons contacts avec mes confrères du barreau de la Guadeloupe. C'est quelque chose que j'ai envie d'explorer. J'espère que je serai bien reçue. J'espère que vous m'entendez, chers confrères. Chers confrères de la Guadeloupe. Alors moi, j'ai pas trop de contacts en Guadeloupe, mais écoute... J'ai une partie de ma famille là-bas. Je pense que c'est un choix plutôt naturel, en fait. Et puis des va-et-vient... Tu parles de retour aux sources, mais t'as pas grandi en Guadeloupe, toi. Non, c'est vraiment une partie de la famille qui est là-bas. Et du coup, d'où sort ce retour aux sources? Parce que quand on y est, on s'y sent bien. Je m'y sens bien, en fait. J'arrive pas forcément à expliquer. C'est... Enfin, peut-être avec... en grandissant, quand on est petit, on vous y envoie. Faire 2 mois, on n'a vraiment pas envie d'être avec grand-mère, etc. On s'ennuie. Et puis quand on grandit, on commence à apprécier la chance qu'on a, surtout quand on vit à Paris, de pouvoir avoir cet héritage, cette famille qui est toujours là. On a envie de développer et resserrer un peu les liens. La vie passe, ça passe super vite. J'ai eu quelques décès dans ma famille l'année dernière, puis l'année d'avant également. Donc on se rend forcément compte de choses en fait. On a envie. T'as encore été un peu rappelé par la vie finalement. Ouais, c'est toujours ça. Faut resserrer tes envies, tes priorités, donc, tes désirs. Quand on a envie de faire quelque chose, autant le faire tout de suite. Et puis bon, oui, la famille, si on a toujours eu ce projet, moi très sincèrement, je vois bien faire ma retraite là-bas aussi. Donc il suffit pas de débarquer du jour au lendemain. Je pense que ça se construit également. Et puis j'ai envie d'avoir aussi, ça va encore être un discours un peu égocentrique, mais du coup avoir un petit rôle de vitrine aussi, donc de représentation, c'est-à-dire d'être présente ici, travailler avec des jeunes ici, mais travailler avec des jeunes aussi là-bas, c'est possible. Je vois pas pourquoi c'est égocentré. Non, parce que le rôle de vitrine, de se montrer. Non, je sais pas. Mais je trouve que, on revient un petit peu sur le Cosby Show. Enfin, cette femme qui était pour moi, je la regardais et je me disais, j'ai envie de devenir ça. En retour, j'ai envie d'apporter quelque chose. J'ai pas envie qu'il y ait des jeunes qui se disent, j'ai envie de devenir Nelly Criquet, mais j'ai envie... T'as envie de leur montrer que c'est possible de devenir eux avec qui ils sont. C'est ça, c'est possible. Enfin, cela dit, je dis non, je vois pas. Mais moi, à travers le podcast, ça a été pas facile de me dire que j'avais une partie vitrine de moi, tu vois. De se mettre en avant. De mettre en avant. Je me suis fait interviewer pour mes auditeurs et j'ai fini, après 1000 réflexions, par diffuser l'épisode. Mais vraiment, ça a été difficile parce que je me disais non, mais ça fait hyper vaniteux, c'est trop bizarre. Et puis aussi, est-ce que je suis... Il y a le côté esthétique aussi pour la femme qui joue pas mal. Moi, en plus, et puis alors moi je déteste les photos. Alors j'ai un ami qui m'a prise en photo, donc du coup c'est la même photo sur à peu près tous mes médias, tu vois, tellement genre bon, voilà, il y a cette photo qui... Mais tu vois, ce podcast de mon enregistrement là, je l'ai pas diffusé sur les réseaux sociaux. Je crois qu'il y a même pas d'article dédié sur mon site internet, il faudrait que je remédie à ce truc. Donc je l'ai vraiment glissé en douce pour les abonnés du podcast, tu vois. Et donc en vrai, enfin à la fois tu vois, quand j'en parle avec toi, moi je vois pas du tout où est le problème que tu te mettes en avant et qu'après toute ton expérience et ton expertise puisse servir de modèle et inspirer, et puis voilà, que ce soit représenté et en fait s'il s'agit de moi, c'est beaucoup plus difficile, tu vois. Donc c'est un cap et je pense qu'il faut, alors j'utilise cette expression exprès, il faut perdre sa virginité à ce niveau-là. C'est très compliqué parce que ça a un rapport avec le soi. Moi, avant de créer mon groupe d'entrepreneurs, donc il y avait quand même 400 membres à un moment donné, mais je me suis dit, j'ai envie de faire ça, mais c'est moi toute seule, et je demandais à quelqu'un, est-ce que tu veux être aussi organisateur avec moi? Bon, il n'y avait personne qui était là pour ça. Et puis un soir, je me suis dit, vas-y, fais-le. Mais c'est compliqué, il faut mettre la photo,
Après, je me suis posé la question, mais avec tous ces gars que l'on voit, ceux avec leurs photos, et qui sont, alors je veux vraiment pas manquer de respect, mais ils s'en fichent de savoir de quoi est-ce qu'ils ont l'air. Ils ont un costume, de savoir s'ils ont l'air trop séduisants ou pas assez séduisants, maquillés, est-ce qu'ils les ont l'air cheveux. pro ou est-ce que... ouais, carrément. Non, ils mettent un costume bleu et ils posent et ils s'en fichent réellement. Quand on regarde, ils sont pas terribles, entre guillemets, et sans avoir de jugement de valeur. D'apporter un jugement de valeur. Mais, je veux dire très sincèrement, ces questions-là, c'est des questions de femmes. Moi, je me suis pris en photo, je me suis trouvée grosse en fait. Et j'avais pas envie... bah, qui dis-tu, ouais, c'est clair. J'avais pas envie de mettre cette photo-là. Je me sentais pas bien. Après, je me suis posé la question, mais est-ce que c'est les mecs qui ont ce genre de réflexion? Est-ce que les... Enfin, peut-être certains, mais... Puis du coup, t'es ramené à... est-ce que les potentiels clients, est-ce qu'ils vont cliquer sur mon site ou est-ce qu'ils vont être attirés par ce que je propose parce qu'ils y voient de la qualité intellectuelle ou parce qu'ils me trouvent séduisante sur la photo. Enfin, il y a c'est hyper difficile. Ou pas d'ailleurs, ou pas, tu vois. Genre, l'inverse peut être tout à fait vrai. Ou parce que du coup... non, merci, là, ça va pas le faire. Tu vois, c'est hyper... Oui, mais moi, je me suis dit, je vais faire du business. L'essentiel, c'est que je fasse du chiffre, en fait. Est-ce que les garçons se posent ce genre de questions? Je ne suis pas sûre. Donc, ils postent leurs photos avec leurs articles, etc. Je vais faire exactement la même chose. S'il y a des gens qui cliquent sur moi parce que je suis moche, ou parce que je suis belle, ou parce que je suis... Enfin, c'est leur problème, en fait. C'est pas le mien. Voilà. Il faut vraiment se dépasser, parce que très sincèrement, je veux vraiment mettre l'accent là-dessus. Alors, moi, ça a été ma réalité, mais c'est dur la première année. C'est très dur. J'en ai beaucoup pleuré, hein. Pas des petites larmes délicates et des chaudes. Des rivières, ouais, donc, des cascades de larmes. On se demande, mais qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est... J'y arriverai pas, mais c'est très très dur. Donc si on commence en plus à se rajouter ce petit voile-là, en plus de tous les problèmes qu'il y a autour de soi, mince, je mets pas ma photo parce que j'ai fait un super article pour ma visibilité, mais je mets pas ma photo, alors qu'on sait très bien qu'un article sans support image, on perd un petit peu. Non, c'est faire le travail, c'est pas transformer l'essai, quoi. On a fait tout l'effort, on s'est entraîné, je sais pas exactement. Ouais, et puis finalement, ça fait partie de soi. Et oui, voilà. c'est soi, c'est soi. Sa boîte, c'est soi, tu représentes ta boîte. Ou alors, tu te dis que tu mets pas d'image sur ton cabinet d'avocat. Il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais au tout début, moi, je pense que ça passe par l'image. Ça passe par l'image, on n'est pas encore, c'est pas Instagram. Voilà. Ouais. Oui, c'est vrai que pour le moment, ton cabinet, c'est surtout toi. Est-ce que tu as une collaboratrice ou un stagiaire Stagiaire en cours. J'encourage tous les stagiaires à me contacter sur la boîte email du cabinet. Je travaille beaucoup avec Dina, dont j'avais parlé, au barreau de New York. Collaborateur, non, pas encore. Peut-être l'année prochaine. C'est quelque chose dont tu auras envie, en tout cas? Oui, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui s'organise. Et ça, c'est l'autre aspect de l'avocat qui a son cabinet d'avocat. C'est le côté manager, qui n'est pas forcément encore... Ça se travaille, c'est une autre compétence. Ouais. C'est une autre compétence. Donc, pour l'instant, ça va. J'ai des partenariats avec d'autres avocats, surtout quand j'ai des domaines d'action sur lesquels je n'interviens pas. Mais pour l'instant, ça va très, très bien. Je suis très contente. On fait un bon chiffre. Je parle chiffres parce qu'il faut parler chiffres. On fait un bon chiffre. Je pourrais pas... Enfin, si, je pourrais demander plus. On peut toujours demander plus. Mais non, mais et puis après, moi, je te demande si c'est quelque chose que tu souhaites parce que je pense que tout le monde ne le souhaite pas, justement. Tu vois, j'ai eu une invitée sur le podcast... Oui. Qui, elle, au contraire, ce qu'elle aime, c'est être toute seule, même pas de secrétariat, même pas de stagiaire. Enfin, vraiment, elle aime cette individualité au sens très strict. Et je pose la question parce que je pense qu'il y a 1000 manières d'exercer. Et tu vois, comme tu dis, toi, pour le moment, tu te débrouilles très bien en faisant un beau chiffre, surtout en travaillant avec des partenariats, avec d'autres avocats. Et ça peut, c'est aussi une manière de faire. Il n'y a pas d'obligation à grossir. Après, j'ai de l'aide, mes collaborateurs. Sincèrement, il faut aussi le mettre dans le business. Ouais. Ça, il faut commencer un petit peu à se projeter, parce qu'un collaborateur, ça... Moi, je pars du principe, si j'emploie quelqu'un, c'est pour avoir avec une idée de continuité, donc il faut que j'arrive à me projeter là-dessus en termes de chiffres. Pas tout de suite, peut-être la fin de l'année, je vais me reposer cette question. La fin de l'année où je serai à quatre pattes, parce que je ne vais pas pouvoir m'en sortir toute seule, mais pour l'instant, ça va, et puis je partage les dossiers au besoin. On a parlé des challenges de ta première année, voilà, de cette image, le fait de se mettre en avant et tout. Tu dirais que tes challenges actuels, quels sont tes challenges actuels? Alors, toujours être constant dans l'effort, parce que une société, et on passe en société d'ailleurs le 2 juin, c'est mon anniversaire, donc je mets le 2 juin exprès, je passe en CELARB.
c'est d'être constant dans l'effort de prospection. Parce que c'est de la prospection finalement. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on ne nous explique pas ça à l'école d'avocat, mais c'est de la prospection. Maintenant, il devrait y avoir un cours comment trouver les clients. Et sans bullshiter, c'est-à-dire sans nous dire, ah oui, allez sur LinkedIn, qu'on fasse une page LinkedIn. Oui, après, la page LinkedIn, il faut prospecter en fait. Enfin, prospecter dans les limites de l'ordre. Il faut transformer les essais. Voilà, il faut transformer les essais. Donc du coup, avoir cette rigueur que j'essaye de développer, enfin cette discipline que j'ai essayé de développer, de m'infliger dès la première année, et développer un petit peu cet aspect-là, c'est-à-dire voir ce qui a marché cette dernière année-là, ce qui n'a pas marché. Je pense qu'un chiffre peut augmenter, ne serait-ce qu'en faisant cette petite modification-là, sans forcément prendre plus de clients, en ajustant un petit peu les process. Donc, développer plus de process, finalement faire un retour un peu analytique sur ce qui a fonctionné ou pas, et puis se concentrer sur ce qui a fonctionné, renforcer. Et peut-être développer d'autres choses également à ce niveau-là. Là, c'est vraiment que de l'organisation. Et que de l'organisation, je trouve que c'est déjà... Pour moi, l'organisation, c'est déjà tout un sujet, quoi. Oui, c'est tout un sujet. Ouais. Mais non, ça fait faire 2 ans que maintenant je commence un petit peu à l'intégrer. Ouais. Et voir, les différentes façons encore d'être un peu plus présent et d'attirer, entre guillemets, les gens. Donc, c'est ça un petit peu les challenges qui se posent à moi. Après, toujours dans l'idée de prospection, mais pas vraiment, c'est pas de la prospection active. Je préfère mettre l'accent là-dessus, mais c'est développer les partenariats. Je trouve que c'est vraiment un tremplin intéressant, c'est exceptionnel. T'as des personnes avec qui tu rêves de travailler ? C'est le moment là, vas-y. En tant que client ou en tant que... en tant que client et en tant que partenaire, après tout. Alors, moi, c'est plutôt rigolo parce que, sans citer de nom, j'avais des fantasmes de clients artistes, et pas forcément pour le côté juridique du dossier, mais plus parce que je me disais, ça serait génial. T'avais envie de travailler avec ces personnes, ouais. Oui, parce que le droit des affaires, c'est fun, mais c'est pas si fun que ça. Donc, si on pouvait apporter un petit côté fun à la pratique, pourquoi pas, avec des rappeurs, avec des sportifs. J'ai eu des belles rencontres exceptionnelles à ce niveau-là, et puis j'ai eu des déceptions. Ouais, qu'est-ce qui t'a déçu ? Non, juste en termes pas de personnalité, mais de retour, en fait. C'était pas... Je pense qu'il faut... il y a un petit retour à la réalité par moment. C'est comme quand on rencontre sa star, en fait. Ouais. Finalement, c'est qu'un humain, quoi. Finalement, c'est qu'un humain. Et je pense que c'est ce qu'il faut retenir, en fait. On est tous humains, et il y a des gens... les clients vont vous ennuyer parfois comme des humains, comme ils vont vous apporter des choses formidables comme des humains également. Enfin, des humains. Et sinon, en termes de clients, j'ai plus de clients fantasmes, à part peut-être le groupe de société qui me ferait travailler sur abonnement pendant 10 ans. Mais à part ça, j'ai plus vraiment de fantasmes au niveau client. J'aime rencontrer des personnalités différentes, des profils différents, que ce soit des personnes morales que des personnes physiques, mais derrière chaque personne morale, de toute façon, il y a quelqu'un. Donc j'aime ça, rencontrer et connaître les parcours et ce qu'ils ont fait pour en arriver là, leur success story ou leurs erreurs. Enfin, je trouve ça plutôt pas mal. Alors, le fantasme en tant que partenaire. Bon, alors à tous mes amis experts comptables, j'aime bien les partenariats. Les partenariats avec les experts comptables, je trouve ça plutôt rigolo. Puis bon, ça va vraiment main dans la main avec mon activité. Donc derrière ce que je fais, il y a toujours des chiffres. Donc je trouve ça plutôt sympa. Après, j'aime bien également tout ce qui sort un peu de l'ordinaire. J'aime beaucoup... je trouve que des gens qui m'ont apporté pas mal de choses, c'est les sportifs qui étaient par exemple champions du monde de leur catégorie. Champion, mais en tout cas champion du monde de leur... C'est un mental différent, je trouve. Un sportif... En fait, tu veux travailler avec des personnes que tu admires, quoi. Oui, dans l'idéal, mais ça se passe pas toujours comme ça. Non, mais je veux dire, ce qui n'empêche que tu travailles aussi pour plein de personnes que tu connais pas initialement, donc que tu ne peux pas admirer a priori. Qui ont un impact. Mais c'est quelque chose auquel t'aspires, de t'entourer de ces personnes-là. Mais c'est un bon réflexe. Ouais. Enfin, moi, c'est d'une certaine manière ce que je fais avec Fleur d'Avocat, tu vois. Autant que ce soit sympa, quoi. Ouais. Enfin, ça a l'air... C'est déjà assez compliqué, parce que là, on parle du positif, mais les dossiers, purée, je pense que là, tous les confrères qui écoutent... punaise, quoi. Il y a des moments où on a juste envie de serrer les dents et d'être... Enfin, on serre les dents et puis on est on n'est pas très très bien tout le temps, quoi. Donc, autant que ce soit fun parfois, autant se faire plaisir. Parfois, on y va au culot. Enfin, moi, j'y vais beaucoup au culot. Moi, je trouve que j'ai de la chance. Après, certains vont compter les échecs et les réussites. Mais je trouve que j'ai plutôt de la chance quand on vient au culot.
Et tu disais que tu faisais de l'athlétisme quand tu étais plus jeune. Oui, Est-ce alors, que c'est oui. peut-être un raccourci énorme de dire que maintenant Enfin, peut-être que le fait que tu travailles avec des sportifs de haut niveau, c'est lié au fait que le sport a eu beaucoup de place dans ta Donc, vie. alors là, je pense qu'il y a une partie des gens qui écoutent, des auditeurs, qui vont rigoler parce que quand je dis j'adore assister sur mon passé d'athlète, mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé l'athlétisme, donc j'ai grandi avec Marie-Josée Pérec, Muriel Auté, et tout ça, toutes ces championnes, les grandes dames du sprint. Moi, je faisais du sprint. Donc, je voyais aussi les filles qui étaient plus âgées que moi, dans une catégorie supérieure, qui arrivaient s'entraîner, je les trouvais formidables, etc., On en etc. revient au modèle, quoi. Oui, toujours. Et puis je sais ce qu'il faut en fait pour gagner. Il n'y a pas juste l'entraînement, il y a le mental. Pour gagner et regagner, enfin c'est extraordinaire. Et tu dirais que ça t'a forgé ça après pour maintenant justement l'endurance dont tu fais preuve dans le cadre de ton cabinet d'avocat? Oui, il y a plusieurs choses. Il y a bon, le côté. Je pense que j'ai un esprit de compétition. J'ai un fort esprit de compétition. Déjà toute petite, enfin ça, pour le coup, je vais pas pouvoir le nier. J'aime réussir ce que j'entreprends. Après, je comprends maintenant que les échecs font partie de la vie. Ça peut être une forme de réussite après, par la suite, si on arrive à bien rebondir dessus et apprendre de ces échecs. Ce qui m'a forgé, donc oui, le sport. Après, bon, j'ai envie de dire la spiritualité également, la famille. Voilà, tout ça, ça aide un peu à se forger, quoi. À te forger. Et pour terminer, enfin, j'aborde cette question parce que tu en as parlé en filigrane au long de cet entretien. Tu as dit que quand tu étais à la fac, tu avais consciente d'un double plafond de verre quelque part et que par rapport au fait que tu étais d'une minorité ethnique et avec tes amis que vous en étiez un peu conscientes tout ensemble. Ensuite, on a parlé dans une de tes expériences. Est-ce que tu as l'impression que c'est encore un sujet pour toi aujourd'hui? C'est-à-dire que le sujet existe, l'ignorance de certains est toujours là, les discriminations sont toujours là, elles touchent différents groupes, hein, pas que les minorités visibles finalement quand on y pense. Enfin, minorité, comme tu disais, ethnique, c'est ça que tu as. Je sais jamais quel est le bon mot à utiliser, donc pas grave. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai pas j'ai pas du tout le même positionnement. Mais alors, pas du tout. Je pense que je suis moins dans le fait de subir. Comme je vous disais, je sais pas s'ils vont accepter mon CV. Cette phrase-là ne viendrait plus aujourd'hui dans ma bouche, en fait. Je ne me vois pas dire je ne sais pas s'ils vont accepter. Et c'est exactement comme ça que je me positionnais à la fac. Je m'en fiche de savoir s'ils m'acceptent ou pas, en fait. J'avais ce rôle, je pense, on va parler du racisme de manière un petit peu plus générale. Le racisme, pour moi, c'est de l'ignorance, auquel on peut être confronté. Parfois, on n'est pas du tout confronté. J'ai rencontré des copines qui n'ont jamais été confrontées au racisme. Moi, j'ai eu affaire à ça, pas qu'au travail, mais ça m'est arrivé tout au long de ma jeunesse, et puis bon, aussi dernièrement également. Puis bon, on voit ce qui arrive aussi aux ministres, à certaines ministres. C'est toujours d'actualité, il y aura toujours des gens qui penseront ce qu'ils voudront penser. C'est une forme d'ignorance et que je subissais auparavant. Au jour d'aujourd'hui, je pense que je suis plus en train de me dire ce qui vous dérange, c'est pas ce qui me concerne. Enfin, ça me concerne pas véritablement. Donc, j'ai envie d'employer une expression, je trace mon chemin. J'ai plus forcément ce rôle d'éducateur, j'ai pas forcément envie d'éduquer encore les gens, ce que je faisais auparavant, ou me faire un peu plus petite pour ne pas déranger. Je ne fais plus ça. Alors après, c'est mon approche personnelle. Hein. Ouais, mais c'est intéressant justement pour les auditeurs. Je ne fais plus ça, je me place là où j'ai envie de me placer. Si je suis reçue, très bien. Si je ne suis pas reçue, tant pis, hein, j'irai me placer ailleurs. Mais je ne suis plus dans la passivité, je ne suis plus dans une passivité coupable en fait. Pour me dire, est-ce que je serais bien reçue ? Non, plus du tout. Et d'ailleurs, c'est tout l'intérêt d'avoir sa propre structure également. C'est qu'on arrive un petit peu à gérer un peu la narrative, je sais pas si c'est en français ça. L'histoire, le storytelling. Oui, on arrive un peu à gérer ce genre de choses dans une certaine mesure. Mais il y a toujours... Oui, puisqu'il y a toujours après la problématique des clients. Oui, il y a toujours des choses qui vous reviennent un petit peu à la figure. Moi, je les prends pas personnellement. Je sais que ça peut avoir un impact très fort sur d'autres personnes, ou pas d'impact du tout sur d'autres personnes également.
Et ça, le fait de ne pas le prendre ou de ne plus Ça le prendre personnellement, tu l'as appris Ouais, ça s'apprend. Mais ça, comment je pourrais dire ça? Ça s'apprend. On s'endurcit, on travaille un peu plus. Enfin, moi, c'était ma façon un petit peu, comme je te disais, de passer outre, c'était de travailler un peu plus. Je sais qui je suis aujourd'hui, je sais ce que je vaux, je sais de quoi j'ai l'air, je sais ce que je peux apporter. Et puis, ça me convient totalement, quoi, en fait. Après, on va pas pouvoir faire changer ce que pense quelqu'un du jour au lendemain. Parce que c'est une question d'ignorance. Non, mais en fait, ça prend une énergie dingue de faire changer les mentalités. Donc, c'est vrai qu'autant aller dans là où, en fait... Oui, alors après, comme tu dis, ça prend une énergie dingue. Il faut changer les mentalités parce que c'est de l'ignorance. Il faut apprendre à... non, mais moi, je me positionne en tant que... j'ai pas forcément envie de faire ce travail-là aujourd'hui parce que je l'ai fait... j'ai 36 ans. Je l'ai fait pas mal de fois auparavant. Et puis là, non. Super. Et mes 3 petites questions habituelles de la fin. Oh là là, je suis sûre que c'est ces questions-là auxquelles je pourrais pas répondre. Ah ouais, tu penses? Moi, je suis sûre que tu vas pouvoir répondre. Ouais. As-tu une source d'inspiration actuelle? Ma mère. Tu vois? Une seule? Bah, si tu veux en citer plusieurs, écoute, avec grand plaisir. Ma mère, Michelle Obama, Serena Williams. Bah, elles sont toutes noires, désolée, mais bon, du coup... Bah, écoute... Enfin, je pense qu'il y a des invités qui ont cité que des personnes blanches, ils n'en sont pas excusés. Ouais, c'est vrai. Quelle est ta dernière joie? Ma dernière joie, la naissance de ma nièce, Naya Poleton. Et... Bah, elle est géniale, cette gamine. Bah oui, je dis pas le contraire. Non, elle était... Non, parce que c'est toujours excellent, en fait. Les naissances, on a l'impression que ça va rien vous faire, et puis quand on arrive, on est là... Je ne sais pas quoi dire. Donc, ouais, c'était ma dernière joie. Après, j'ai une fausse joie. C'était quand j'ai... Ah, c'est la première fois que j'ai un invité qui parle d'une fausse joie. Quand j'avais cru que j'avais sécurisé un horaire de résultat. Et c'était pas le cas du tout. C'était la fausse joie du truc. De ce mois-ci ou du mois dernier. Et mais c'est pas grave. Bon, on avance. On n'y pense plus. Faut plus y penser. Et qu'est-ce que tu portes sous ta robe? Ma robe d'avocate, j'imagine. Ah, ça dépend. Ça dépend. Quand je me sens... quand j'ai besoin d'avoir de la force, je mets des talons. Avec quelque chose d'un peu serré. Quand j'ai l'impression, quand je sais que je maîtrise mon dossier et que je maîtrise mon dossier, je mets des baskets. Voilà. Donc le vêtement comme une armure. Exactement. Merci beaucoup Nelly De rien. pour cet entretien.